Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui les insuffisances surrénaliennes, toujours dans les cours destinés pour les étudiants en médecine 5e année de la faculté de Batna. Ce cours va être subdivisé en deux parties. La première sera consacrée aux formes chroniques et la seconde partie sera dédiée aux formes aiguës. Commençons par les formes chroniques. L'insuffisance surrénalienne lente s'exprime de façon progressive. Ces symptômes apparaissent très lentement. C'est une forme qui est due à une destruction des surrénales par un processus plus ou moins lent. Elle a été décrite pour la première fois par Addison en 1849. Il y a quelques années, la tuberculose était la cause la plus fréquente des insuffisances surrénaliennes chroniques, mais actuellement, c'est l'atteinte auto-immune qui prédomine. Passons aux étiologies. La première étiologie, c'est la rétraction corticale ou bien l'atteinte auto-immune qui se caractérise anatomiquement par un envahissement lymphocytaire dans un premier temps, puis à une involution progressive et l'installation à long terme de l'atrophie totale. Elle touche 3 femmes pour un homme avec un âge moyen de... La prédisposition génétique habituelle à cette pathologie auto-immune, bien cette atteinte auto-immune, donc, est retrouvée dans d'autres pathologies, avec un groupe HLA identique HLA-B8-DR3. On peut avoir soit un vitiligo, un diabète de type 1, une atteinte thyroïdienne, un type de maladie d'Hashimoto. Outre ces pathologies, on peut avoir aussi l'anémie de Biermer avec l'insuffisance ovarienne et la maladie de Pasteau. Le diagnostic est évoqué donc devant la présence de certaines pathologies auto-immunes préexistantes et essentiellement par la mise en évidence d'anticorps antisurrénaliens circulants dans plus de 50% des cas. Deuxième entité étiologique, c'est la tuberculose. Elle est moins fréquente, donc elle touche le plus souvent le sujet donc âgé. C'est une tuberculose ulcéro-caséeuse qui va conduire à une destruction de la cortico-surrénale, avec souvent un processus de calcification qu'on pourra identifier par un abdomen sans préparation. On peut demander une TDM ou une IRM qui va montrer une augmentation du volume des surrénales et des calcifications dans la moitié des cas. Et il faut bien sûr chercher attentivement l'atteinte tuberculose initiale par l'interrogatoire et par un téléthorax, sans oublier les antécédents pleuraux. Troisième étiologie, c'est la cause hémorragique, soit post-traumatique ou bien secondaire à une thérapeutique mal adaptée, surtout les anticoagulants. On peut avoir des localisations secondaires type de métastase bilatérale d'un cancer du poumon ou bien des localisations d'autres lymphomes. Bien certaines maladies infiltratives, telles la sarcoïdose, l'amylose et l'hémochromatose. Certaines infections et parasitoses peuvent être responsables d'insuffisance surrénalienne, surtout les infections à cytomégalovirus, l'histoplasmose. Mais cette histoplasmose est une pathologie qui sévit à l'état endémique, surtout dans les régions des États-Unis. Et la moniliase, retrouvée donc chez l'enfant, qui fait partie donc du tableau de la classique polyendocrinopathie auto-immune de type 1. Elle peut être aussi d'origine iatrogénique, secondaire à l'utilisation des médicaments anticortisoliques de synthèse dans le traitement du syndrome de Cushing, à type d'oprine DDD, du kétoconazole, de l'acétate de cyprotérone. Il peut être dû à l'utilisation d'inducteurs enzymatiques qui peuvent donc déstabiliser les patients qui sont déjà traités pour insuffisance surrénale. Donc il faut faire attention si vous avez des patients qui sont sous rifampicine, sous Gardnerel ou bien sous Déhydron. Les causes familiales sont possibles, donc ce sont les hyperplasies congénitales du surrénal, surtout secondaire à un déficit en 21 hydroxylase, qui donne un tableau d'insuffisance surrénalienne aiguë. Ce tableau d'insuffisance surrénalienne aiguë se révèle déjà à la naissance, avec un tableau donc, de déshydratation et un tableau est dessiné donc d'insuffisance surrénalienne aiguë. On peut avoir aussi un tableau donc de révélation tardive qui se voit à l'âge adulte. On peut aussi dans le cadre familial donc détecter une adrénoleucodystrophie soit à l'enfance avec une insuffisance surrénalienne associée à des troubles neurologiques à type de neuropathie centrale, de cécité corticale et de coma, ou bien à l'âge adulte à type d'adrénomyéloneuropathie, donc il se voit sous forme de neuropathie sensitivo-motrice ascendante, aboutissant parfois à la tétraplégie spastique. Comme on peut avoir des insuffisances surrénaliennes dites deutéropathiques qui accompagnent des maladies extrasurrénaliennes, donc on l'avait déjà décrit dans l'insuffisance thyroïdienne dans l'hypothyroïdie primaire, dans certains cas de dénutrition sévère et de diarrhée chronique, et la guérison donc de la pathologie entraîne la disparition de cette insuffisance surrénalienne fonctionnelle.
Alors, qu'en est-il des étiologies de l'insuffisance surrénalienne? Comme tableau récapitulatif, on parlera donc des causes d'insuffisance surrénalienne primaire qui peuvent être progressives d'origine auto-immune, donc ou bien infectieuses secondaires à une tuberculose. Elles peuvent être néoplasiques, toxiques secondaires à la prise de certaines médications, ou bien d'ordre génétique. Ou bien, dans la forme aiguë, elle peut être due à une hémorragie, donc surtout par prise d'anticoagulants et une thérapeutique mal adaptée, un infarctus ou bien une nécrose des surrénales. Dans l'insuffisance surrénalienne secondaire, on peut avoir aussi la même évolution. Elle peut être progressive, secondaire à une corticothérapie instaurée donc depuis longtemps. Elle peut être d'origine auto-immune, c'est l'infiltration hypophysaire, d'origine néoplasique, traumatique suite à un traumatisme crânien ou bien une hémorragie méningée, comme elle peut être due à certaines pathologies infiltratives. Dans sa forme aiguë, c'est surtout la nécrose hypophysaire du postpartum qui est responsable de l'insuffisance surrénalienne secondaire, ou bien une hémorragie intradénomateuse qu'on appelle l'apoplexie hypophysaire. Qu'en est-il du diagnostic positif? Le diagnostic est établi à partir de signes cliniques très caractéristiques, essentiellement la mélanodermie. Néanmoins, les formes débutantes peuvent être trompeuses et elles peuvent orienter vers une atteinte digestive beaucoup plus. En cas de besoin, on doit traiter en urgence si on a quelques signes cliniques et on ne doit pas attendre les résultats donc, du dosage du cortisol. Sur le plan clinique, la forme typique de M. Addison, donc qui porte son nom, qui est la maladie d'Addison, regroupe la mélanodermie, l'hypotension, l'amaigrissement et l'asthénie. Néanmoins, le regroupement de ces signes est variable, mais d'autant plus net que la maladie a évolué depuis quelques années. Commençons par le premier signe qui est la mélanodermie. Donc, elle est due à l'hypersécrétion de la CTH et de ses dérivés qui sont le POMC par défrénage. C'est une pigmentation qui est brune, qui donne un aspect donc de bronzage plus ou moins intense, touchant beaucoup plus les parties découvertes qui sont le visage et les mains, les zones de frottement et les organes génitaux externes. Elle peut toucher aussi les muqueuses, essentiellement les gencives, les lèvres et la face interne des joues, ce qui donne donc l'aspect donc de taches ardoisées un peu violacées. L'asthénie, donc elle est triple, elle est physique, psychique et sexuelle, elle est organique et elle est améliorée par le repos et aggravée par les formes. Dans certains cas, elle peut être invalidante et s'accompagner d'un vrai syndrome dépressif. L'amaigrissement, il est dû à l'anorexie fréquente et aggravée par des troubles digestifs plus ou moins sévères tels que les vomissements et la diarrhée. Quant à l'hypotension artérielle, la maximale est souvent inférieure à 110 mmHg. Mais si le patient est hypertendu, ce symptôme donc peut être masqué. Cette hypotension est due à l'hypovolémie. On peut avoir aussi d'autres symptômes associés, qui sont donc les troubles digestifs avec nausées, parfois vomissements et diarrhée avec vitiligo et contractures donc douloureuses, sans oublier les signes d'hypoglycémie qui sont beaucoup plus fréquents chez l'enfant. Sur cette plaque, on peut voir donc la mélanodermie qui est diffuse au niveau du visage. On peut voir au niveau de la langue donc les petites taches violacées qui sont les taches rosées. Au niveau de la gencive aussi, ainsi qu'au niveau donc l'hyperpigmentation au niveau palmaire. Et au niveau donc l'hyperpigmentation qui se voit au niveau donc des genoux, au niveau de la face interne des joues et au niveau donc palmaire. Donc si on récapitule les signes cliniques de l'insuffisance surrénalienne, donc l'insuffisance surrénalienne primaire et secondaire ont des éléments en commun cliniques qui sont l'asthénie, le syndrome dépressif, l'anorexie, l'amaigrissement et l'hypotension artérielle avec des troubles digestifs. Mais l'insuffisance surrénalienne primaire a la particularité d'associer une hyperpigmentation cutanéo-muqueuse avec d'autres affections auto-immunes. Dans l'insuffisance surrénalienne secondaire, on a l'inverse, on a une pâleur cutanéo-muqueuse avec des signes d'autres atteintes hypothalamo-hypophysaires, que ce soit l'axe thyriotrope, lactotrope, somatotrope ou gonadotrope. Passons maintenant au diagnostic biologique. Les examens simples peuvent orienter le diagnostic tel qu'un ionogramme qui révèle une hyponatrémie avec une hypercalémie, une glycémie qui va être modérément basse, et à la formule une neutropénie avec une hyperéosinophilie. Mais ce sont les dosages hormonaux qui vont confirmer le diagnostic de cette insuffisance surrénalienne primaire. Avant tout, c'est le cortisol plasmatique à 8 heures, qui est le plus souvent bas ou indosable. Le taux d'ACTH qui va être élevé, l'activité rénine qui va être élevée avec un aldostérone qui est effondré et un cortisol libre urinaire qui est bas. Donc si on récapitule, on aura un cortisol plasmatique bas avec un cortisol libre urinaire bas, un taux d'ACTH
par feedback qui va être élevé, et du fait de l'atteinte de l'axe des minéralocorticoïdes, on aura un aldostérone qui va être effondré et parallèlement un taux d'activité rénique qui va être élevé. Dans certains cas, donc on peut passer à des tests dynamiques, donc pour faire la part des choses dans certains cas litigieux. C'est le test au synactène, dont on en avait déjà parlé dans le cours des insuffisances antihypophysaires. Donc on fait un prélèvement pour le dosage du cortisol plasmatique à 8 heures avant toute injection. Donc puis on injecte du synactène, bien de l'ACTH synthétique en intramusculaire, et on fera un prélèvement 30 minutes et 60 minutes après l'injection. Si le patient a une fonction surrénalienne normale, on aura une augmentation de 100% du cortisol plasmatique si ce n'est pas plus. Par contre, dans l'insuffisance surrénalienne périphérique, donc la réponse n'est pas significative. Donc, le diagnostic biologique de l'insuffisance surrénalienne, pour récapituler, dans la forme primaire, le cortisol basal, donc il est bas ou limite bas, l'ACTH basal est élevé et le testosynactin, pas d'augmentation du cortisol. Dans l'insuffisance surrénalienne secondaire, le taux de cortisol plasmatique peut dépasser les 20 microgrammes par décilitre. Et dans ce cas, il exclut l'insuffisance surrénalienne. Le taux d'ACTH basal, il est bas, vu l'atteinte hypophysaire. Le testosynactin, on aura une faible augmentation du cortisol. Et le test de tolérance à l'insuline, il y aura une absence ou faible augmentation du cortisol. Pour les moyens thérapeutiques, donc la diététique doit être celle d'un sujet normal. Donc il faut insister sur ça. Donc l'apport sodé doit être normal. Dans la forme chronique, il existe deux principales armes thérapeutiques, c'est les corticoïdes paros et les minéralocorticoïdes. Les corticoïdes, c'est l'hydrocortisone sous forme de comprimé à 10 mg ou bien la cortisone, c'est dans des comprimés à 5 mg. Et les minéralocorticoïdes, c'est la 9-alpha-fludrocortisone, qui est un analogue de l'aldostérone et qui existe sous forme de comprimé de 50 microgrammes. La posologie donc habituelle est de 20 à 30 mg d'hydrocortisone par jour, c'est-à-dire 1 à 2 comprimés avec 1 à 2 comprimés de fludrocortisone par jour, et la répartition se fera en deux prises, donc les 2/3 de la dose totale le matin et le 1/3 le soir. Ce traitement est généralement débuté en milieu hospitalier de façon donc à mimer le cycle physiologique sécrétoire. On donnera les 2/3 de la dose d'hydrocortisone le matin, c'est la partie de la journée où on est plus en activité, et le 1/3 le soir puisqu'on sera en moins actif. La surveillance donc se basera sur la clinique, c'est-à-dire la reprise du poids, les chiffres tensionnels qui se normalisent, la pigmentation qui se stabilise mais elle ne va pas disparaître, biologiquement le retour à la normale des paramètres électrolytiques, qui est un élément de référence, le cortisol qui va se normaliser et l'ACTH de base reste souvent élevé donc à 8 heures. Néanmoins, pour la fonction minéralocorticoïde, à côté de l'ionogramme qui va se normaliser, on aura recours au dosage de la rénine, de l'activité rénine et de l'aldostérone qui, normalement, théoriquement, vont renseigner sur la bonne qualité de l'équilibre hydroélectrolytique et qui seront donc dans les intervalles de normalité. Le patient insuffisant surrénalien chronique doit être prévenu des règles impératives. Il doit porter de façon constante une carte d'insuffisance surrénalien sur laquelle sera mentionné donc son nom, prénom, le traitement qu'il reçoit, des situations où il doit augmenter, doubler ou tripler sa dose d'hydrocortisone, telles qu'au cours du stress, donc d'une infection, d'une fièvre, au cours de lors de la survenue de certains troubles digestifs, essentiellement de vomissements et de diarrhée, sans oublier la recherche des signes de surdosage, c'est-à-dire les signes d'hypercorticisme avec une prise de poids assez importante, donc le passage d'une hypotension vers une hypertension artérielle avec une hypernatrémie et une hypocalémie. Il faut noter qu'il existe un minéralocorticoïde sous forme injectable qui n'est pas disponible en Algérie, c'est le 5-cortil à 10 mg. Il est réservé aux situations. Donc après avoir abordé le premier chapitre qui est l'insuffisance surrénalienne chronique, on va parler de particularités de l'insuffisance surrénalienne aiguë. C'est une urgence, elle met en jeu le pronostic vital et son diagnostic doit être évoqué rapidement et le malade doit être pris en charge dans l'immédiat.
c'est une insuffisance, c'est une pathologie pardon, qui est grave. Il faut l'évoquer rapidement et la traiter dans l'urgence, sans attendre la preuve biologique. Son tableau est aspécifique, mais il reste toujours facile à déceler si le malade est déjà connu insuffisance rénalienne chronique. Sur le plan étiologique, les situations qui vont entraîner un tableau d'insuffisance rénalienne aiguë, c'est beaucoup plus chez le malade qui est déjà connu insuffisance rénalienne chronique et qui présente une maladie intercurrente, surtout infectieuse, qui présente une agression physique ou psychique. Il a été déshydraté à l'occasion de fortes chaleurs ou de prise de diurétiques et de laxatifs qui sont formellement contre-indiqués chez les patients d'insuffisance rénalienne chronique. Si le patient a pris un régime désodé, alors que c'est formellement déconseillé donc de proposer un régime désodé chez un patient insuffisance rénalienne chronique, même s'il est hypertendu. L'arrêt intempestif d'un traitement substitutif, surtout chez l'enfant ou bien même chez l'adulte. Donc ce sont ces situations-là qui permettent d'aboutir à une décompensation. On peut avoir aussi des causes iatrogéniques qui sont facilement reconnues si un patient a été déjà sous corticothérapie prolongée. Si le patient donc a subi une intervention sur les surrénales à l'occasion donc d'un syndrome de Cushing ou bien lors de la prise d'un traitement anticortisolique. On peut avoir des insuffisances surrénaliennes sur des surrénales antérieurement saines à l'occasion d'un hématome des surrénales secondaire à un traitement par les anticoagulants mal adaptés ou bien lors des thromboses veineuses des veines donc surrénaliennes. Elle peut aussi intervenir lors des nécroses hémorragiques des surrénales secondaires à des états de septicémie. Le diagnostic positif de cette insuffisance surrénalienne aiguë donc, est le suivant. Le tableau donc, se complète assez rapidement. On a 4 signes majeurs. C'est les signes digestifs, faits de nausées, de vomissements et de diarrhée. Des troubles psychiques avec l'asthénie qui prédomine, qui peut aboutir même à une adynamie donc extrême. On peut avoir des troubles tensionnels secondaires donc au déficit en minéralo-corticoïdes qui peuvent aboutir même au colitis. On peut avoir une perte pondérale qui est intense accompagnée d'une déshydratation aussi bien extra qu'intracellulaire. Et on peut avoir d'autres troubles qui sont donc moins fréquents comme éléments cliniques retrouvés au cours de l'insuffisance rénalienne. Sur le plan biologique, rapidement, donc on va demander une formule de numération sanguine qui va confirmer cet état de déshydratation avec une hémoconcentration. La glycémie va révéler une glycémie normale basse ou bien même une hypoglycémie. L'ionogramme confirme le déficit en minéralocorticoïdes avec hyponatrémie, hypercalémie. Et donc l'insuffisance rénale est fonctionnelle suite à la déshydratation. Sur le plan hormonal, donc on ne va pas attendre le résultat des dosages du cortisol, de la CTH, de la rénine et de l'aldostérone. Donc déjà si on a tous ces éléments-là, donc il faut instaurer rapidement le traitement. Donc il faut prélever et instaurer donc, dans l'immédiat le traitement nécessaire. Le traitement nécessaire pourra se faire au domicile par le médecin ou bien par le patient, à raison de 100 mg d'hydrocortisone par voie intraveineuse ou intramusculaire. S'il n'y a pas d'amélioration, le malade va être hospitalisé en urgence. On mettra en place une voie d'abord veineuse périphérique ou centrale. Donc, insister sur les soins donc, de nursing et en mettant en place donc, de l'héparine de bas moléculaire. Prélever dans l'immédiat le patient pour les examens complémentaires de base avec un électrocardiogramme et faire un test de grossesse s'il s'agit d'une femme. La recharge volumique pour corriger la déshydratation et les troubles électrolytiques se fera progressivement à l'aide de perfusion de solutés macromoléculaires si le patient présente un collapsus. Et si le patient n'a pas de collapsus, on fera une perfusion de 4 à 6 litres de sérum glucosé à 10% pour les premières 24 heures, puis 2 à 3 litres pendant les 6 premières heures et 2 à 3 litres pour les 18 heures qui vont suivre. L'adjonction de 4 à 6 grammes de chlorure donc de potassium, de sodium et de potassium, donc de sodium pardon, est possible sans ajouter donc du potassium parce qu'on a déjà avec une hypercalémie. Le traitement hormonal fera appel à l'hémisuccinate d'hydrocortisone à raison de 100 mg. C'est des bolus qui seront injectés donc toutes les 4 à 6 heures. On peut être amené à donner jusqu'à 600 mg par 24 heures.
Faut pas oublier de traiter le facteur déclenchant. S'il s'agit donc d'une infection, le traitement antibiotique sera instauré donc de façon systématique. Sans oublier donc les éléments de la surveillance aussi bien clinique, basés sur l'état de conscience, le pouls, la pression artérielle et la durée du patient, et des explorations biologiques, essentiellement l'ionogramme sanguin et la glycémie. Pour l'évolution, l'amélioration se fera rapidement au moins de 24 heures si le traitement a été instauré, bien instauré et aussi dans l'immédiat. La posologie du de hydrocortisone par voie intraveineuse pourra être réduite progressivement le lendemain de la décompensation, puis à 100 mg par 24 heures, avec dégression possible progressive jusqu'au passage aux doses d'entretien à raison de 30 à 40 mg d'hydrocortisone. La fludrocortisone sera introduite dès que la voie orale est possible, à raison de 50 microgrammes par jour, sans oublier que l'éducation du patient est le pilier de la prise en charge de l'insuffisance surrénalienne. C'est-à-dire, si vous avez un patient qui est bien éduqué, il faut savoir que vous aurez très rarement des décompensations surrénaliennes aiguës. Et je vous remercie. On ne doit pas oublier la prévention, on en a déjà parlé dans le cours des insuffisances santé hypophysaires, on en a parlé dans la première partie qui est l'insuffisance surrénalienne chronique, donc on ne va pas revenir sur ça. Donc faut toujours insister auprès du patient sur le port de sa carte médicale. Au cas où il y aura le moindre souci, on pourra se référer à cette carte médicale qui sera bien remplie.